Manger des guimauves, se raconter des histoires effrayantes autour d'un feu de camp et observer les étoiles, voilà quelques-unes des façons dont vous pourriez passer un séjour en camping dans la nature sauvage. Cependant, ce qui aurait dû être une nuit mémorable et agréable loin de la vie quotidienne en ville s'est transformé en cauchemar pour ces familles après la disparition soudaine de leurs proches. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons 3 cas de disparition inexpliquée lors de séjours en camping. Kurt Newton, âgé de 4 ans, a été vu pour la dernière fois le 1er septembre 1975 au camping Nathanis Point dans la région de Chain of Ponds, dans le Maine, à environ 10 km de la frontière canadienne. Il a passé le week-end de la fête du travail en camping avec sa sœur Kimberly, ses parents Jill et Ron et 3 autres familles. Amis avec le grand groupe, ils se connaissaient car ils vivaient à Manchester, dans le Maine, le 1er septembre au matin. Ron Newton ramassait du bois pendant que Jill et d'autres mères allaient à la salle de bain rincer la boue des chaussures de leurs enfants. Kimberly, 6 ans, et leur mère Jill ont vu Kurt rouler sur son grand tricycle. 10 minutes plus tard, en sortant de la salle de bain, Jill réalisa qu'elle ne voyait plus Kurt. Elle a écouté les roues du tricycle sur le gravier, mais n'a rien entendu et ses appels sont restés sans réponse. Elle a demandé aux autres campeurs s'ils avaient vu son fils. Une fille de 12 ans croyait l'avoir vu sur son tricycle, mais personne d'autre ne l'avait aperçu. Selon sa famille, Kurt était très timide en 1975 et n'aimait pas être séparé de sa mère, même pour une courte période. Il n'avait pas l'habitude de s'éloigner sans la permission de ses parents, ce qui a poussé Jill à imaginer le pire, que quelqu'un avait emmené le petit garçon. Elle n'imaginait pas qu'il s'approcherait de la forêt, car ce n'était pas dans sa nature et il craignait le noir. Quand sa mère lui avait demandé pourquoi il n'allait jamais jouer dans la forêt avec sa sœur, qui adorait grimper aux arbres et jouer à cache-cache, il lui avait répondu qu'il y avait des monstres là-dedans. Une grande fouille de la zone boisée a ensuite mobilisé plus de 3000 personnes, des chiens pisteurs et des hélicoptères. La recherche du garçon de 4 ans disparu, la plus grande de l'histoire du Maine, n'a rien donné. Aucun signe de lui n'a été retrouvé. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'il s'était éloigné et s'était perdu. Et puisque les températures sont descendues en dessous de 0 cette nuit-là, il aurait probablement péri de froid s'il était encore dehors dans la nature. À noter, le tricycle de Kurt a été retrouvé le lendemain dans une décharge voisine où un employé l'avait placé. Le jour de la disparition du garçon, l'employé ignorait l'événement et a trouvé le tricycle, garé près de la route du camping Logging Trail à côté des bois. Un enquêteur de la police d'État a déclaré que la position lui rappelait un petit garçon à qui on n'a jamais dit de ne pas laisser des choses sur la route. Les parents de Kurt ont longtemps espéré qu'il vivait quelque part une vie normale et heureuse. Ils ont diffusé des affiches d'enfants disparus en français peu de temps après sa disparition, en supposant qu'il avait peut-être été emmené au Québec, et plus tard, quand il aurait eu l'âge d'aller à l'école. Ils ont envoyé des affiches avec sa photo à tous les districts scolaires des États-Unis dans le but de le retrouver. Malgré des signalements d'un garçon ressemblant à Kurt aux États-Unis et au Canada, aucun n'a été confirmé. L'affaire Kurt Newton, 4 ans, reste non résolue, mais il aurait été enlevé. Vu pour la dernière fois le 1er septembre 1975 au camping Nathanis Point à Chain of Ponds, Maine. Il est décrit comme un garçon blanc, blond aux yeux bleus, mesurant 1,12 mètres et pesant 20 kilos lors de sa disparition. Lors de sa disparition, il portait une veste bleu marine à emblème de baseball, un sweat bleu marine, un maillot rouge, un pantalon en velours rouge et noir, des chaussettes blanches dépareillées et des chaussures montantes marron foncé. S'il est toujours en vie, il aura 54 ans.
Toute personne avec des informations peut contacter la police d'État du Maine au 2072 189 215 5. Laura Bradbury, 3 ans, a été vue pour la dernière fois le 18 octobre 1984 au camping Indian Cove, dans le parc national de Joshua Tree, Californie. Elle était l'une des 3 enfants de Michelle et Patty Bradbury. La famille Bradbury aimait camper, randonner et s'évader de la ville. Le 18 octobre, Laura et son frère de 8 ans, Travis, sont allés aux toilettes portatives près du camping. Pendant que Travis entrait, Laura attendait dehors. Lorsque son frère est revenu, la petite fille avait disparu. Travis a immédiatement prévenu leurs parents. Plus de 250 personnes, des chiens pisteurs, des agents à cheval et des hélicoptères ont participé à la recherche de Laura. Un chien pisteur a suivi la trace de la fillette de 3 ans sur 3 km avant de perdre sa piste. Après 3 jours de recherche, la recherche officielle de Laura Bradbury a cessé, mais sa famille a alors lancé une recherche privée. Les Bradbury vivaient dans l'espoir d'être un jour réunis avec leur petite fille bien-aimée. Ils ont distribué des milliers de tracts et de t-shirts portant l'image de Laura. Ils ont sensibilisé le public à sa disparition en participant à des émissions de radio et de télévision, et à un moment donné, le jour de sa disparition a été reconstitué pour une émission télévisée nationale. Une ligne téléphonique spéciale a été mise en place à cette époque afin que les informations puissent être signalées, analysées et enquêtées si nécessaire. Laura a été parmi les premières personnes disparues à figurer sur une brique de lait grâce à une initiative pour rendre les enfants disparus plus visibles. Ces efforts ont porté leurs fruits. Des témoins ont vu un homme d'une 50aine d'années au camping avant la disparition de Laura et un individu similaire près de Burns Canyon. Quelques heures plus tard, l'homme a été aperçu avec une fourgonnette Ford O'Connor Line bleu métallique immatriculée en Californie. Bien que le bureau du shérif ait fait appel à un hypnotiseur pour interroger les témoins, il n'a jamais été identifié. Il mesure entre 1,73 m et 1,80 m, à 40 à 50 ans, en 1984, des cheveux blonds fraises grisonnants, moustache et barbe. Il avait un ventre bedonnant, des lunettes de soleil et une casquette de baseball. En 1985, Jim Nestor, 57 ans, a disparu après avoir quitté son domicile à Johnson Valley, Californie. Bien que les affaires ne soient pas forcément liées, Jim aidait la famille à chercher Laura lorsqu'il a disparu. Il aurait subi des menaces et des tirs lors de ses recherches. En 1988, un crâne a été retrouvé à 24 km de chez lui, dans une zone isolée près de la montagne Ruby. 2 semaines après, les analyses ont confirmé que le crâne était celui de Jim, mais la cause de sa mort demeure inconnue. Au fil des mois, la relation entre le shérif du comté de San Bernardino et les Bradbury s'est dégradée puis rompue. Michelle Bradbury s'est dit très mécontent du travail des enquêteurs, les qualifiant d'incompétents et de paresseux. Il pensait qu'il n'en faisait pas assez pour essayer de retrouver Laura, et il est même allé jusqu'à suggérer que le département couvrait le ravisseur dont il pensait qu'il connaissait déjà l'identité. 2 témoins ont donné des infos au bureau du shérif, mais la police les a jugés non crédibles. Peu de temps après, les témoins ont été abattus. On ne sait pas s'il y a un lien entre leur mort et la disparition de Laura. L'affaire de Laura s'est compliquée après la rupture entre ses parents et le bureau du shérif. Certaines accusations de Michael sur leur incompétence ont été réexaminées après la découverte d'un crâne en 1986. Le crâne a été découvert à 3 km du campement familial et les enquêteurs étaient sûrs que c'était celui de Laura. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que la fillette de 3 ans s'était éloignée, était tombée et avait d'une manière ou d'une autre été ensevelie sous le sable. Le crâne a suscité la controverse, les tests ADN n'ayant pas confirmé qu'il appartenait à Laura, et ni le groupe sanguin ni le sexe n'ont pu être déterminés. C'était bien un crâne d'enfant d'après sa taille, mais aucune autre information n'a été trouvée. Selon Michelle Bradbury, plusieurs tests ADN ont été effectués, mais seul le 4e s'est avéré correspondre à l'ADN de Patty.
En 2010, il a aussi affirmé qu'on lui avait montré un crâne très différent de celui vu en 1986 et 1987. Il se rappelait que le crâne récent appartenait à un adulte sans mâchoire inférieure ni dents. Les deux crânes étaient totalement différents et ne se ressemblaient pas. Je me demande à qui appartenait vraiment le crâne qu'ils m'ont montré et pourquoi. Ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que Michael n'a pas pu récupérer les restes de sa fille. Le bureau du coroner du comté de San Bernardino n'ayant jamais délivré de certificat de décès, de nombreuses questions subsistent dans l'affaire. Patty Bradbury est décédée en 2001, mais Michael cherche encore des informations sur cette affaire. Il a écrit un livre sur la disparition et son enquête en 2010 intitulé Laura Ann Bradbury, la recherche d'un père. Laura Bradbury avait 3 ans lorsqu'elle a disparu du terrain de camping Indian Cove dans le parc national de Joshua Tree en Californie le 18 octobre 1984. Décrite comme une fillette blanche, cheveux blonds vénitiens, yeux marrons, elle mesurait 90 cm et pesait 11 à 14 kg lors de sa disparition. Elle portait un sweat à capuche vert, un haut tricoté à manches courtes blanc, rose et violet avec des rayures horizontales, un pantalon lavande et des sandales tongs à rayures arc-en-ciel, lorsqu'elle a disparu. Si vous avez des informations concernant l'affaire de Laura, vous pouvez contacter le département du shérif du comté de San Bernardino au 909-387-3545. Derek Looking, âgé de 24 ans, a été vu pour la dernière fois le 17 mars 2012 vers 4 heures du matin lorsqu'il a quitté le Microtel Inn & Suites à Cherokee, en Caroline du Nord. Lors de sa disparition, Derek était diplômé de l'université Johnson et avait travaillé comme aide au centre de santé de Pennsylvanie au Tennessee. Il était connu pour être un passionné de plein air qui adorait la survie, les émissions de télévision et le camping. Derek a été signalé disparu le 15 mars après ne pas s'être présenté au travail ni répondu à son téléphone. Son colocataire, inquiet de son absence, a averti la famille de Derek. Ne parvenant pas à joindre le jeune homme de 24 ans, ses parents ont choisi de voyager de Virginie, l'état natal de Derek, au Tennessee où il vivait. Après leur arrivée, aidés du colocataire de Derek, ils ont cherché où il pouvait être. En fouillant son ordinateur, ils ont découvert qu'il avait réservé un hôtel à Cherokee et qu'il faisait des recherches sur le parc national des Great Smoky Mountains. La famille est allée à l'hôtel à Cherokee où la vidéosurveillance a confirmé que Derek y avait passé une nuit. Sur son lit, une Bible. Au sol, une bouteille d'alcool. Après avoir quitté l'hôtel, on ignore les déplacements de Derek, mais son Ford Escape blanc a été retrouvé à 8h30 dans la zone de Newfound Gap, parc national des Great Smoky Mountains, près de la frontière Tennessee-Caroline du Nord. Sa famille pensait que Derek était venu ici exprès pour se détendre et profiter de la nature seul comme il en avait l'habitude. Aucun témoin n'a vu le jeune homme de 24 ans dans le parc, aucun signe de lutte dans ou autour de la voiture n'a été relevé et rien n'indiquait un acte criminel. La preuve la plus glaçante était un mot laissé à l'intérieur du véhicule qui disait simplement « N'essayez pas de me suivre ». Il n'était adressé à personne en particulier. Il avait également laissé ses clés de voiture et son portefeuille alors qu'on vérifiait ses derniers déplacements. Les enquêteurs ont découvert qu'avant d'aller au parc, Derek avait acheté du matériel de camping et de nombreuses cartes détaillées. Une hache Gerber, un sac de couchage, une tente, un manuel de survie militaire, un aiguiseur de couteau, une boussole thermomètre Coleman, 30 mètres de corde de parachute, une lampe frontale, un couteau de poche, des barres de céréales, une pochette iPod et un kit Bear Grylls avec lampe, allume-feu et outils multifonctions. Derek a pris de nombreux objets, comme s'il se préparait à rester longtemps seul dans la nature. Mais il a laissé le sac de couchage et la tente après avoir dépensé plus de $1000 en matériel. La recherche de Derek a mobilisé environ 60 personnes et 3 équipes cynophiles. Environ 110 km de sentiers ont été parcourus autour du parking de Newfound Gap. Bien que la zone soit très animée, aucun signe de Derek ni témoin n'a été trouvé.
Des hélicoptères ont finalement été mobilisés pour aider et les nombreuses recherches de Derek se sont étendues sur plusieurs jours. La famille de Derek a dit qu'il avait changé de comportement plus tôt cette année avec son père Tim. Ils ont remarqué qu'il s'était mis à boire et à fumer, ce qui était très inhabituel pour lui. Il faut noter qu'il étudiait dans une université chrétienne interdisant tabac et alcool. Cependant, il se peut qu'il ait caché ses comportements auparavant, ou qu'il ait décidé de ne pas y participer de peur de mettre en danger ses études. Tim a ajouté qu'il n'était pas satisfait de son travail ni de sa vie, et a expliqué le comportement de son fils par la transition difficile vers l'âge adulte. Et sa famille et ses amis ont affirmé qu'il ne semblait pas souffrir de détresse extrême ou de dépression, ni montrer de signes d'idées suicidaires. Quelques mois après la disparition de Derek, un sac à dos puis un corps ont été retrouvés près de la nouvelle faille. Initialement, on pensait qu'il s'agissait de Derek Luking, mais il a vite été confirmé que le corps était celui de Michael Cucini, 23 ans disparu le 18 mars 2012. Sa voiture avait été retrouvée le 20 mars lors des recherches pour Derek. Il existe deux principales théories dans l'affaire de Derek. La première est qu'il serait parti dans la nature sauvage dans le but de vivre en dehors du système pendant un certain temps et d'échapper à la vie qu'il n'aimait manifestement pas. Mais quelque chose lui est arrivé alors qu'il profitait du plein air. Peut-être a-t-il succombé aux éléments, été attaqué par un animal, fait une chute, ou s'est-il perdu et désorienté. L'autre théorie dans son cas est qu'il est parti pour mettre fin à ses jours, ce qui est tout à fait possible compte tenu des informations dont nous disposons. On ne comprend pas pourquoi il a dépensé plus de 1000 $ en équipement de camping s'il comptait de toute façon se suicider. Derek Luking, 24 ans, reste introuvable. Vu pour la dernière fois le 17 mars 2012 à Cherokee, Caroline du Nord, son véhicule a été retrouvé à Newfound Gap dans le parc national des Great Smoky Mountains. Derek est décrit comme un homme blanc aux cheveux bruns et aux yeux noisettes. Il mesure 1,78 à 1,83 même et pesait 98 à 102 kg lors de sa dernière apparition. Lorsqu'il a disparu, il portait un sweat à capuche gris, un pantalon de jogging foncé avec une bande blanche sur le côté de chaque jambe, des baskets foncées et une montre étanche. Derek peut porter des lunettes lorsqu'il conduit, il a des vergetures dans le bas du dos et un tatouage de caractères japonais signifiant « vivre » ou « vie » sur le haut de sa poitrine gauche. Si Derek est toujours en vie, il aura 38 ans. Toute personne ayant des informations concernant son cas peut contacter le service des parcs nationaux au 828-4971-940. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.